Bonjour à tous, nous allons continuer aujourd'hui à travailler sur l'énergie cellulaire et nous allons focaliser notre attention sur la régulation de la glycémie, c'est-à-dire de la concentration en glucose dans le sang. Alors tout d'abord, un petit rappel sur la production d'énergie dans la cellule. Alors la cellule va utiliser du glucose comme source première, du C6H12O6, et va, grâce à la glycolyse, produire 2 pyruvates. À partir de avec ces pyruvates, pour fabriquer ces pyruvates, il va falloir réduire le NAD en NADH2. Donc, afin que cette glycolyse puisse continuer à fonctionner, il va falloir régénérer du NAD, donc venir oxyder le NADH2. Donc la cellule a deux moyens d'effectuer cela. Elle va pouvoir réaliser la fermentation lactique ou alors réaliser le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative qui correspondent à la respiration cellulaire. Dans nos cellules et dans notre organisme, la consommation de glucose, elle va être continue. Nos cellules, pour fonctionner et pour vivre, elles ont besoin d'une source de glucose pour fabriquer leur énergie. Et cette consommation continue, elle va fluctuer en fonction des besoins, de l'activité physique ou de l'état physiologique, par exemple, de la personne. Cependant, les apports alimentaires, les sources de glucose, eux, ils sont en quantité discontinue. En effet, si on observe la glycémie au cours d'une journée, on peut voir que elle va varier entre deux valeurs, 0,8 et 1,4 à peu près, mais qu'il y a une valeur basale qui est retrouvée et qui est un petit peu entre 0,9 et 1 g par litre de glucose. On constate qu'après un petit déjeuner, par exemple, ou un repas, on va avoir une augmentation de la glycémie qui va revenir se stabiliser à une valeur proche de 1 g par litre. Donc la fluctuation normale de la glycémie se trouve entre 0,8 et 1,4 g par litre de sang, et la valeur de glycémie considérée comme normale est de 0,9 ou 1 g par litre. Donc on a une problématique ici qui est comment notre organisme fait-il pour maintenir cette valeur quasi constante alors qu'il y a des apports de glucose par l'alimentation et des dépenses importantes comme lors d'un exercice physique. Alors, si on essaye de schématiser cela, ici on a ce tube là qui représente un vaisseau sanguin avec du sang à l'intérieur et on a du glucose circulant. Donc il va y avoir dans notre organisme, au niveau des cellules, des capteurs qui vont permettre aux cellules de déterminer, il y a certaines cellules spécialisées dans la régulation de la glycémie, de pouvoir déterminer la quantité de glucose circulant. Alors s'il y a trop de sucre, c'est ce qu'on va appeler une hyperglycémie, donc à jeun, ça va être une valeur supérieure à 1,3 g par litre de glucose, il va falloir faire une régulation, c'est-à-dire enlever ce glucose qui circule et donc le mettre en réserve. Cette mise en réserve va se faire au niveau de cellules présentes dans des organes spécifiques de stockage. Maintenant, si on est en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'on a un déficit en glucose inférieur à 0,7 g par litre, et toujours à jeun, là, il va falloir restituer dans le sang ces molécules de glucose. Et donc, il va falloir libérer du glucose qui va être transféré, qui va diffuser dans le sang. Alors, la mise en évidence expérimentale du rôle majeur du pancréas dans la régulation de la glycémie, parce que, il a été montré que c'est un organe qui est indispensable à la régulation du taux sanguin de glucose. Si on observe ici, donc dans des conditions normales, on va avoir une glycémie voisine de 1 g par litre de sang. Maintenant, si on fait une ablation, donc ça, ce sont des expériences qui ont été réalisées chez le chien, une ablation du pancréas va engendrer, vous le voyez, une forte augmentation de la glycémie. Maintenant, l'expérience qui a été réalisée, c'est que le pancréas a été greffé au niveau du cou du chien qui avait subi l'ablation du pancréas. Et donc, cet organe a été raccordé, donc tous les vaisseaux sanguins ont été suturés, et ce qui a permis d'avoir un effet. Et cet effet, c'est le suivant. On voit qu'après la greffe, la glycémie
redescend et avoisine à ce moment-là une valeur proche de 1 g par litre de sang. Si on supprime la greffe, on constate qu'à nouveau la glycémie augmente. Donc la conclusion qui avait été tirée à l'époque, c'était que le pancréas est indispensable à la régulation de la glycémie. Alors cette régulation, elle est permise grâce à des capteurs. Donc là, vous avez un schéma donc ce qu'on appelle un îlot de Langerhans, qui est un amas cellulaire spécifique qui se retrouve dans le pancréas. Et les fluctuations de concentration de glucose vont impacter donc certaines cellules du pancréas qui vont exprimer ou inhiber l'expression d'un certain nombre de gènes et dont les produits finaux vont permettre de réguler les taux de glucose sanguin. Alors d'abord, on va se demander comment, par exemple, des cellules du pancréas vont pouvoir agir à distance, par exemple sur des cellules du foie ou des cellules musculaires, pour faire fluctuer leur mise en réserve de ce glucose. Alors pour agir à distance, notre organisme dispose de deux grands systèmes. Soit une communication nerveuse, on l'a vu, le cerveau ou un organe sensoriel va pouvoir communiquer avec d'autres organes, et ce, à distance. Et il y a également la communication hormonale. Donc cette communication hormonale, elle fonctionne par la sécrétion donc de cellules sécrétrices qui vont constituer un organe qu'on va appeler une glande. Et ces cellules sécrétrices, elles vont produire une hormone qui va diffuser et passer dans le sang. Le sang va permettre de transporter cette hormone dans tout l'organisme. Et donc l'hormone, elle va pouvoir interagir ou non avec des cellules, cibles ou non. Alors si à la surface des cellules, il n'y a pas de récepteur spécifique à l'hormone, cette cellule non cible ou cet organe non cible ne va pas du tout avoir d'adaptation à la présence de l'hormone. En revanche, s'il y a des récepteurs spécifiques à l'hormone à la surface des cellules constituant l'organe, cela va générer des modifications de l'activité de ces cellules. Donc en résumé, des hormones, ce sont des molécules sécrétées dans le sang par des cellules d'un organe appelé glande, et elles vont agir à distance de l'organe producteur en se fixant sur des récepteurs spécifiques d'un organe cible. Si on observe maintenant, donc le pancréas, là on va focaliser notre intérêt sur deux hormones produites par le pancréas. Donc soit le glucagon, soit l'insuline. Et là, ce qu'on observe, c'est si on prend un individu et qui a une glycémie à 1 g par litre et qu'on lui injecte du glucagon, on voit qu'il y a une augmentation de la glycémie. Donc cela veut dire que cette hormone permet une augmentation du glucose sanguin. On va dire que cette hormone est hyperglycémiante. Elle va permettre, à partir d'un organe de stockage, de libérer du glucose qui va passer dans le sang et faire augmenter la glycémie. A l'inverse, si on observe le tracé de la courbe en vert qui correspond à une injection d'insuline, on voit qu'à partir de l'injection, il y a une diminution du taux de glucose sanguin. Donc ça correspond à une hormone qu'on va dire hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va faire diminuer la concentration, c'est-à-dire qu'elle va permettre le stockage du glucose dans des organes de stockage. Alors ici, j'ai choisi de vous montrer ce graphique qui présente l'effet dose finalement du glucose sur la sécrétion d'insuline et de glucagon par les îlots de Langerhans. Et là, dans cette expérience, les îlots de Langerhans ont été isolés de rats. Donc ce que vous observez, c'est ce qui va être produit in vitro, donc en laboratoire, et non in situ à l'intérieur de l'animal. Donc on a ces îlots de Langerhans qui ont été soumis à différentes concentrations de glucose, et en fonction de cette concentration, on suit la quantité de glucagon ou d'insuline produite par les cellules. Donc quand vous avez ce type de graphique, il faut bien identifier à quoi correspondent les deux axes. Là on a un double axe. À droite, ça va permettre d'avoir la quantité d'insuline produite, et à gauche la quantité de glucagon.
Donc en violet, vous avez la courbe, le tracé de la courbe qui correspond à la quantité de glucagon produite par les îlots, et en vert, la quantité d'insuline. Donc on peut distinguer deux zones autour de cette valeur de concentration de 11,2 millimolaires. Donc lorsqu'on a moins de 11,2 millimolaires, on se rend compte que moins il y a de glucose dans le milieu, et bien finalement, plus la production de glucagon est importante et la production d'insuline faible. Donc quand on est en déficit de glucose, finalement en hypoglycémie, le besoin de libérer du glucose dans le sang va être stimulé par la libération de glucagon par les cellules du pancréas. Donc cette hormone, elle va stimuler la libération du glucose dans le sang. Inversement, quand on regarde la deuxième portion, on est à un taux de glucose, une concentration en glucose supérieure à 11,2. On voit que là, c'est l'insuline qui va prendre le relais. Et oui, là, on est en hyperglycémie, donc on a un excès de glucose, donc il va falloir le stocker. Et donc l'insuline va augmenter pour favoriser ce stockage. Autre représentation, là je vous ai mis la glycémie ici en haut et donc la production de glucagon en violet ici et d'insuline en vert. Donc lors d'un repas, comme on l'a vu précédemment, il y a une augmentation de la glycémie. Cela va être concordant avec l'augmentation de l'insuline. En effet, lorsque vous allez prendre le repas, la glycémie augmente. Cela va stimuler la production d'insuline par les îlots de Langerhans, et ce qui explique cette augmentation d'insuline. L'insuline augmente, on va se mettre à stocker le glucose, et donc on va avoir une diminution de la glycémie. Au fur et à mesure que la glycémie diminue, ça diminue la stimulation de production d'insuline par les îlots de Langerhans, et on voit la concentration d'insuline qui diminue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? Alors, lorsqu'on a une hyperglycémie, c'est-à-dire un excès de glucose dans le sang, on va avoir les cellules bêta, donc qui sont spécialisées au sein de ces îlots de Langerhans. Ici, vous avez la représentation de vaisseaux sanguins. Et donc moi, j'ai choisi de vous représenter le vaisseau comme ça, avec la circulation générale ici. Alors, les cellules bêta, elles vont être à leur surface, elles ont une capacité à pouvoir déterminer, quantifier la quantité de glucose dans leur environnement. Une fois qu'elles ont détecté l'hyperglycémie, elles vont se mettre à produire l'hormone insuline. Et cette hormone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer dans le sang. Une fois dans le sang, elle va circuler dans tout l'organisme grâce à la circulation sanguine et elle va pouvoir aller se fixer sur des organes cibles qui possèdent des récepteurs. Donc il faut imaginer l'hormone comme une clé et l'organe cible, il a la serrure correspondant à cette clé. Alors chez l'homme, on a trois grands organes cibles, le tissu adipeux, le muscle et le foie. Donc le tissu adipeux, il va faire ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire qu'il va stocker sous forme de lipides ce glucose. Le muscle, il va faire la glycogénogénèse, donc c'est-à-dire qu'il va fabriquer du glycogène. Et le foie va faire de même en faisant également la lipogénèse. Donc tous ces organes permettent la mise en réserve du glucose. Ce glucose, il est prélevé dans la circulation sanguine, donc implicitement, ça va diminuer la glycémie. Et donc l'insuline, pour le rappeler, est donc une hormone hypoglycémiante. Maintenant, que se passe-t-il? Alors, on a également un autre cas de figure, c'est l'hypoglycémie, quand on est en déficit de glucose sanguin. Alors là, ce sont les cellules bêta de l'organisme qui sont ici représentées en rose, qui vont à leur tour entrer en action. Donc quand il y a une détection par ces cellules d'une hypoglycémie, elles vont produire une hormone, le glucagon. Cette hormone passe dans le sang, dans la circulation générale, et va se fixer sur l'organe cible, le foie. Le foie va être capable de réaliser la glycogénolyse, donc la lyse du glycogène, et la néoglucogénèse, qui est la fabrication de nouvelles molécules et la production de nouvelles molécules de glucose. Donc ça permet la libération de glucose dans le sang.
une augmentation de la glycémie, et donc le glucagon, une hormone hyperglycémiante, va permettre l'augmentation de la glycémie. Alors tout à l'heure, on a parlé de deux autres types d'organes qui étaient impliqués dans le stockage du glucose, le muscle et le tissu adipeux. Or, les autres organes, là, n'ont pas de récepteur au glucagon. C'est-à-dire que le foie, c'est le seul à pouvoir faire la néoglucogénèse et transférer ce glucose dans le sang. Les autres organes, ils vont utiliser, ils sont capables de réaliser cette néoglucogénèse, mais le glucose ne va pas être libéré dans le sang, il va être utilisé par exemple par le muscle lui-même, par la cellule elle-même, mais ça ne va pas diffuser dans le sang. Alors maintenant, comment ça marche, cette action hyperglycémiante ou hypoglycémiante? Donc là, on va s'intéresser à l'action hypoglycémiante de l'insuline. Donc l'insuline, ici, elle est représentée dans le milieu extracellulaire, à l'extérieur de la cellule. Lorsqu'elle arrive au niveau d'une cellule, d'un organe récepteur, un organe cible, ces organes cibles, ils possèdent à leur surface des récepteurs spécifiques à l'insuline au niveau de la membrane plasmique. L'insuline va se fixer et cela va activer la migration de vésicules qui sont à l'intérieur de la cellule et qui possèdent à leur surface, donc c'est comme une mini-membrane, une boule de membrane avec ici des transporteurs spécifiques du glucose qu'on appelle les GluT4. Donc les vésicules qui sont à l'intérieur de la cellule, lorsqu'il y a une activation des récepteurs membranaires, elles vont migrer au niveau de la membrane et s'intégrer à la membrane. Donc vous allez avoir comme ça, l'arrivée de la vésicule comme ça, et puis après, la vésicule s'ouvre et donc va permettre l'intégration des GluT4 dans la membrane. À ce moment-là, le glucose va pouvoir rentrer dans la cellule, et ça va se faire par un gradient de concentration, c'est-à-dire qu'il va passer du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Il y a plus de glucose en milieu extracellulaire qu'en milieu intracellulaire, donc le glucose va diffuser de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. À ce niveau-là, il va être pris en charge par des enzymes, et ça va nécessiter de l'ATP, de l'énergie, et on va fabriquer du glucose 6-phosphate qui va ensuite, grâce à des enzymes et encore de l'énergie, former un complexe de sucre, ce qu'on appelle les sucres lents, de stockage, donc la fabrication de glycogène. Alors si on résume un petit peu tout ça, on voit que lorsque l'on a une hypoglycémie, donc un manque de sucre dans le sang, on va aller activer les cellules alpha qui vont produire du glucagon, et ce glucagon va stimuler la néoglucogénèse du foie et la libération de glucose. Donc la libération de glucose va se faire dans le sang, et ce qui va permettre de retrouver des valeurs de glycémie normales. Maintenant, si on a une hyperglycémie, donc maintenant, hop, les cellules bêta du pancréas vont capter cette information, produire de l'insuline. L'insuline, elle, va diffuser dans le sang et va se fixer sur les récepteurs des organes cibles, donc le foie, le muscle ou le tissu adipeux. Ces différents organes vont stocker donc le glucose à l'intérieur, sous forme de glycogène. Et c'est ce qui va permettre un retour à la normale de la glycémie. Alors ça marche très bien, mais vous connaissez une des grandes pathologies associées à cette régulation de la glycémie, il existe différents types de pathologies, ce sont les différents types de diabète. Alors là, je vous ai mis pour démarrer, on va étudier de façon très succincte, mais le dysfonctionnement des systèmes de régulation de la glycémie. Et là, vous avez une coupe, donc en microscopie optique, une coupe de pancréas. Et vous voyez ces petits îlots ici, qu'on appelle, attendez, je vais changer de couleur, ça se verra peut-être mieux, voilà, qu'on appelle les îlots de Langerhans. Si on regarde
ces îlots d'un petit peu plus près, on voit les différents types de cellules. Donc des cellules qui productrices de glucagon, hein, les cellules alpha, et des cellules bêta. Et ici, au centre, vous avez les vaisseaux sanguins. Alors ici, on a zoomé sur les îlots de Langerhans. Donc là, vous avez... attendez, je remets le curseur en surbrillance. Donc là, vous avez le contour d'un îlot de Langerhans. On aperçoit des vaisseaux sanguins. Et vous avez ici, alors vous ne voyez pas très bien tous les petits points rouges là, ce sont les cellules bêta, donc productrices d'insuline. À droite, vous avez un îlot de Langerhans également. Et c'est un îlot de Langerhans issu d'une biopsie d'une personne atteinte de diabète. Alors on voit clairement que de ce côté, il y a une forte diminution du nombre de cellules bêta, et cela est dû à l'activité et la destruction de ces cellules par le système immunitaire. Donc il y a eu production donc tout à fait anormale par des lymphocytes B d'anticorps anti-cellules bêta. Ces anticorps se fixent sur les cellules bêta et vont être l'objet de la destruction par les LT cytotoxiques, issus de la différenciation des LT8. Donc s'il y a une diminution ou une absence de production d'insuline, il n'y a pas d'hormones hypoglycémiantes, et ceci explique le symptôme de ce diabète qui est une hyperglycémie. Donc maintenant, est-ce qu'une injection d'insuline, donc de l'insuline exogène, peut permettre de modifier cette absence d'insuline naturelle? Alors là, vous avez le cas d'un individu sain qui a une glycémie, alors là c'est en millimolaire, mais ça correspond là ici à une glycémie de 1 g par litre. S'il y a une injection d'insuline, on voit bien qu'il y a une diminution donc de la concentration de la glycémie, de la concentration en glucose dans le sang. Une fois que l'action de l'insuline est terminée, on voit que la glycémie remonte. Donc ça va chez un individu diabétique, donc de diabète de type 1, qu'on va dire insulinodépendant. On va pouvoir substituer par des injections d'insuline ou même de glucagon, on va pouvoir stimuler l'action hypoglycémiante de l'insuline. Alors ici, on peut observer, là c'est le nombre de cellules bêta et la sécrétion d'insuline. Donc on voit que en condition au début de la vie, la production d'insuline par les cellules bêta est tout à fait normale. Et l'action des anticorps anti-cellules B commence à être de plus en plus importante. Donc de plus en plus de LT8 vont dégrader et détruire ces cellules bêta. Vous avez une baisse de sécrétion d'insuline. Au début, c'était compensé quand même parce que vous avez vu, toutes les cellules ne sont pas attaquées en même temps. Donc c'est vraiment une maladie progressive qui va s'installer doucement dans le temps. Vous avez une diminution qui devient de plus en plus importante, et là vous êtes dans une phase dite de prédiabète. Et à un certain stade, les premiers signes cliniques vont apparaître quand il y a vraiment une importante chute de production d'insuline, et donc une forte hyperglycémie qui commence à apparaître. Et donc là, c'est ce qu'on va appeler le diabète déclaré. Alors ça, c'est le diabète de type 1, donc insulinodépendant. Mais il existe un autre type de... Alors ce diabète est un petit peu... peut avoir comme origine une prédisposition génétique. Il y a un autre type de diabète qui est le diabète qui est dit de type 2. Alors là, vous avez une présentation. Donc au cours de l'alimentation, on va avoir digestion des aliments, et au niveau de l'intestin grêle, il y a passage dans le sang donc de nutriments. Donc lors de la consommation de carbohydrates, on va produire à partir de ces carbohydrates ou de sucre simple des molécules de glucose. Au niveau des villosités intestinales, ces molécules de glucose vont passer dans le sang. Mais pour rentrer dans les cellules, c'est là que l'insuline, comme on l'a vu tout à l'heure, est indispensable.
Donc le pancréas produit de l'insuline qui va passer dans le sang. Le sang véhicule le glucose et l'insuline. Au niveau de la membrane des cellules, il faut attendre l'arrivée de molécules d'insuline au niveau des récepteurs pour qu'il y ait intégration dans la membrane des transporteurs spécifiques du glucose. Le glucose, à ce moment-là, va pouvoir avoir son action dans la cellule. Mais pour les patients atteints de diabète de type 2, le problème c'est que les récepteurs ne font plus leur action et il n'y a plus d'intégration dans la membrane des transporteurs. Donc le glucose, il reste dans le sang, il ne peut plus être intégré, importé dans les cellules. Donc on a beau, si on injecte de l'insuline à ces patients, il n'y a toujours pas d'activation, donc c'est ce qu'on va appeler un diabète insulino-indépendant. Donc là, c'est une illustration, désolée, c'était pour présenter un des symptômes qui est le fait que les patients ont soif tout le temps et ont besoin d'aller fréquemment aux toilettes pour éliminer justement un excès de sucre dans les urines. Donc une activité altérée des récepteurs à l'insuline située au niveau des membranes des organes cibles de stockage, ça va générer le schéma suivant. Donc l'insuline va petit à petit augmenter, l'organisme essaye de s'adapter, il va faire produire une grande quantité d'insuline pour compenser cette augmentation insidieuse de glucose dans le sang. Et à un certain stade, quand les patients arrivent en diabète de type 2, il y a une chute des taux sanguins d'insuline. Et là, c'est ce qui va faire exploser la glycémie. Donc, elle augmente, la glycémie. Et là, même si on injecte de l'insuline, il n'y a pas d'effet puisque ce sont les récepteurs au niveau des cellules qui sont incapables de capter ce signal insuline. Alors, si on cherche dans les journaux spécialisés, le traitement pour le diabète, principal, ce type de diabète, on va avoir une diminution et un contrôle du poids par une alimentation équilibrée. Il faut savoir que certaines personnes en prédiabète ou en début de diabète de type 2, par une diminution de la masse corporelle et une meilleure alimentation, quand c'est l'origine de leur diabète, peuvent avoir comme une réversion de leur diabète de type 2 ou fortement diminuer les risques associés à ce diabète. Il faut bien entendu une activité physique régulière et l'arrêt du tabac, le cas échéant. Et quand les mesures, donc ces mesures d'hygiène ne sont pas suffisantes, il y a des médicaments de type antidiabétique qui peuvent être prescrits. Alors, je vous remercie de votre attention. Nous avons fait un petit tour sur la régulation de la glycémie. Donc, je pense que maintenant, vous êtes prêts à adopter les bonnes résolutions pour limiter les risques de développement d'un diabète de type 2, qui sont le sport, l'alimentation équilibrée, et pas de tabac ou de cannabis. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et à très bientôt.